Bonjour à tous, je suis Anne-Catherine Dumortier, docteure en pharmacie et naturopathe, responsable du département sciences d'Energetica Natura pour la France. Energetica Natura est une entreprise de compléments alimentaires spécialisée en santé intégrative et fonctionnelle. Chez Energetica Natura, nous sommes en permanence à la recherche de nouveaux outils et supports de formation. C'est pourquoi je suis vraiment ravie de lancer cette série de podcasts, les Capsules Pro Energetica Natura. Ces capsules pro seront pour vous de formidables rendez-vous de formation en médecine fonctionnelle et santé intégrative. Nous y aborderons des thématiques que vous rencontrez chaque jour dans vos cabinets et pour lesquelles des thérapeutes experts partageront leurs connaissances et leur expérience pratique. Cela vous permettra d'acquérir de nouvelles clés de compréhension et d'enrichir votre pratique. Retrouvez-nous régulièrement pour ces rendez-vous destinés aux professionnels de santé. Pour ces podcasts, nous aurons l'honneur de recevoir des experts. Les thèmes abordés seront traités sous des angles très pratiques, illustrés d'études scientifiques récentes, et cela vous permettra d'enrichir vos connaissances, de développer votre pratique et de mieux accompagner vos patients, que vous soyez expert ou débutant. Alors bienvenue dans nos podcasts et laissez-vous inspirer. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de nos capsules pro Energetica Natura consacrées à l'équilibre hormonal. Aujourd'hui, nous sommes ravis de recevoir le docteur Julien Puchois, médecin généraliste, spécialisé en médecine fonctionnelle, diplômé du DU MAPS de Paris-Descartes, du DU d'alimentation, santé et micronutrition du Dijon et du DU d'aromathérapie et phytothérapie de Grenoble. Bonjour Julien, merci d'avoir accepté notre invitation pour participer à ce nouveau format de formation. Tu as choisi de parler d'un thème assez complexe, l'équilibre hormonal, et nous allons pour cette première capsule parler d'un trouble de l'équilibre thyroïdien, le polymorphisme de la DIO2. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ce thème ? Oui, tout à fait. Alors tout d'abord, merci pour l'invitation, je suis ravi d'être ici. Donc avant d'aller bien sûr en détail, je vais tout de suite faire quelques rappels. Donc je vous rappelle que la thyroïde est une glande en forme de papillon qui est située à la base du cou. La thyroïde fabrique environ 80 à 90% de l'hormone qu'on appelle T4, qui est une hormone inactive, et elle fabrique environ 10 à 20% de la T3, qui est donc l'hormone active. C'est donc la T3 qui va être reconnue par les récepteurs nucléaires spécifiques et qui va engendrer une modulation et une transcription au niveau des gènes cibles. Chez un sujet sain, on considère qu'environ 70% de la T3 circulante est issue d'une conversion périphérique de T4 en T3. Donc, on va distinguer plusieurs déiodinases, ça va donc être le sujet aujourd'hui. On a les déiodinases 1 et 2 qui vont activer les hormones thyroïdiennes, tandis que la déiodinase 3 va inhiber les hormones thyroïdiennes. L'hypothyroïdie, c'est donc la maladie la plus fréquente de la thyroïde. Il faut savoir que toutes les cellules du corps possèdent des récepteurs à la T3 et donc vous pouvez avoir une symptomatologie vraiment très variée. Le but du podcast aujourd'hui, c'est pas de vous faire un cours de sémiologie. Par contre, j'ai quand même besoin de vous faire un petit rappel sur comment diagnostiquer une hypothyroïdie. Donc sur le plan biologique, on considère qu'une TSH est normale d'après les normes des laboratoires entre 0,3 et 4,5 milliunités par litre. Cependant, d'un point de vue fonctionnel, moi je considère qu'une TSH en dessous de 2, voire 1,5 est compatible avec une norme santé. Donc au-delà de la TSH, moi j'utilise aussi la T4 libre et la T3 libre. Pour la T4 libre, je cherche un dosage biologique au-dessus de 18 picomoles par litre. Et pour la T3, 5,2 ou 5,4 picomoles par litre. Mais au-delà de ces dosages sanguins, pour ma part, j'utilise beaucoup le dosage de la T3 urinaire qui est très bien corrélé aux symptômes d'hypothyroïdie de vos patients. Il faut savoir que plus votre T3 urinaire est basse et plus votre patient présentera des symptômes d'hypothyroïdie. Je reviens sur la T4 libre, donc sanguine. Elle, par contre, est très peu corrélée aux symptômes d'hypothyroïdie. Mais avant de parler et de parler beaucoup de biologie, pour moi, le diagnostic d'hypothyroïdie, il est clinique, c'est-à-dire questionner vos patients. Et à partir de la symptomatologie de vos patients, vous pouvez déjà avoir une idée si votre patient est une hypothyroïdie ou pas. Et c'est la biologie couplée à votre interrogatoire qui vous donnera un faisceau d'arguments et qui vous confirmera ou pas l'hypothyroïdie. Julien, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu ce concept du polymorphisme de la désiodinase 2 ? Oui, tout à fait. Alors on peut dire déiodinase, désiodase, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc il y a plusieurs polymorphismes qui ont été étudiés finalement pour les 3 déiodinases, mais celui qui est le plus étudié et le plus susceptible d'avoir un impact clinique, c'est le polymorphisme RS 22 50 14. Donc comme je l'ai évoqué au début du podcast,
Donc l'enzyme DIO2, qui est donc encodée par le gène DIO2, va être responsable de 70% de la T3 circulante. Et donc le fonctionnement de cette enzyme peut être modifié par le polymorphisme du gène. Je ne vais pas non plus aller très en détail. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que je vais vous rappeler ce que c'est un polymorphisme nucléotidique. Donc en génétique, c'est la variation d'une seule paire de bases du génome entre individus d'une même espèce ou alors entre un individu et la séquence de référence pour l'espèce. Ces variations, donc des paires de bases, elles sont fréquentes dans le génome puisqu'on a une variation tous les 1000 paires de bases. Et donc je rappelle que les bases, c'est celles que vous connaissez sous le nom de A, C, T et G. Je vais faire un petit rappel aussi sur le génotype. Donc le génotype, ça fait référence à l'ensemble des informations génétiques d'un individu qui sont donc héritées de ses deux parents. Le phénotype, quant à lui, c'est ce qu'on observe de l'individu. Et donc, on dit qu'en général, 70% du phénotype, ça va être influencé par l'environnement, c'est-à-dire ce que vous mangez, votre activité physique, votre sommeil, etc. Et 30% sera influencé par votre génotype. Alors, pour notre cas ici, on aura 3 cas de figure. On aura l'homozygote sauvage. Lui, il a hérité de 2 copies non variantes de chacun de ses parents. On va avoir un résultat en général dans les laboratoires qui sera donc T et T, une copie de chaque parent. Et on va l'appeler convertisseur moderne. On va parler d'hétérozygote. Quand il aura hérité d'une copie variante sur l'un des 2 chromosomes, on aura un résultat TC ou CT. Et enfin, on aura l'homozygote variant qui, lui, aura reçu de chacun de ses 2 parents une mauvaise copie, et donc on aura un résultat CC. On peut aussi l'appeler convertisseur ancestral. Alors, vous allez vous demander pourquoi je dis convertisseur ancestral ou moderne. C'est parce qu'en fait, pour ce gène, l'évolution nous a permis, avec le temps, de mieux convertir notre T4 en T3. Et donc, je pense que vous l'aurez compris, si vous êtes hétérozygote ou homozygote variant ou alors ancestral, vous aurez un risque et vous serez désavantagé puisque vous convertirez moins bien votre T4 en T3. Et donc, ce polymorphisme, on le retrouve à peu près dans 10 à 15% des cas. Et il faut savoir que, en pratique, ce polymorphisme peut expliquer que vos patients qui sont homozygotes variants ou hétérozygotes, eh bien, restent symptomatiques alors que vous les avez traités par exemple par T4 seul ou alors vous leur avez apporté tous les cofacteurs. Je rappelle que la T4, ça reste le traitement, le gold standard dans beaucoup de pays. Et en fait, le postulat, c'est que la conversion fonctionne correctement. Alors, pour parler de ça, qu'est-ce que ça donne en pratique? Eh bien, on trouve que certaines études montrent que, on va dire 10 à 15% des gens restent symptomatiques alors qu'ils ont une TSH normale. Mais personnellement, je suis très perplexe sur ce chiffre de 10 à 15%. Ça ne reflète pas du tout ce que moi je vois en cabinet. Je pense que ce chiffre est bien plus important que ce que montrent les études. Et du coup, quelles sont les implications pratiques de ce polymorphisme dans ta pratique? Alors, je vais d'abord faire un petit détour quand même par les études scientifiques, parce que je pense que c'est important de les étudier avant de les mettre en pratique. Donc, on a une méta-analyse avec 10 essais randomisés qui confirme que la T3, elle augmente de manière significative quand les patients passent d'un traitement par T4 seul à un traitement combiné, donc c'est T4 plus T3. On a une étude qui retrouve une préférence pour les patients, 60% d'eux préféraient un traitement combiné, donc T4 plus T3 versus T4 seul. On a une étude assez importante qui a donc comparé l'état de santé psychologique des gens, donc 552 patients, selon qu'ils étaient traités par T4 seul ou par T4 plus T3, et ils ont pris en compte en plus l'impact de ce polymorphisme DIO2. Et donc on a vu que le polymorphisme DIO2 était associé à des scores plus faibles chez les patients traités par T4 seul, et donc sans trop de surprise, les patients qui avaient ce polymorphisme se sentaient mieux justement sous traitement combiné. Enfin, une dernière étude qui, elle, avait été menée au Royaume-Uni. On a donc les porteurs du polymorphisme qui rapportaient une meilleure qualité de vie sous un traitement combiné versus les patients qui étaient traités par T4 seul. Est-ce qu'on peut utiliser le seul polymorphisme de IO2 dans la mise en pratique et dans la prescription aux patients? Est-ce que c'est le seul critère de choix? Alors, comme toujours, c'est ni noir ni blanc, il y a toujours des variantes. Et donc, comme je vous l'ai dit précédemment, le phénotype est influé à 70% par l'environnement et 30% par le gène, et bien c'est évidemment le cas ici. Donc, je vous rappelle qu'il y a plein d'autres facteurs qui influencent l'activité thyroïdienne, donc je vais essayer de vous les citer. Vous avez donc la thyroxine binding globulin, qui est donc un transporteur des hormones thyroïdiennes qui peut donc influencer cette activité thyroïdienne. Vous pouvez avoir spontanément une diminution de la synthèse de T4, notamment par manque d'iode. Alors, soit c'est qu'on en mange trop peu, ou alors vous avez
la présence de fluor, de brome, de chlore qui vont venir en fait bloquer la fixation de l'iode. Et parfois, vous pouvez avoir une diminution de la synthèse de T4 parce que vous avez un défaut du transporteur Nice par manque d'ATP. Ensuite, vous pouvez avoir une diminution spontanée de la production de T3 par votre glande thyroïde. Vous pouvez avoir la production d'auto-anticorps, donc les anticorps anti-thyroglobuline et les thyroperoxydases qui vont venir bloquer cette thyroïde. Donc vous le connaissez sous le nom de maladie de Hashimoto. On peut avoir un défaut de signalisation des récepteurs à la T3 par manque de vitamine A, manque de vitamine D, manque d'oméga 3, dysbiose intestinale, présence de T3 reverse. On peut également avoir la présence de toxines qui perturbent le fonctionnement de la thyroïde. Il peut avoir également le manque de cofacteurs de la déiodinase 2. Donc là, il y en a beaucoup, je ne vais pas pouvoir tous vous les citer, mais je vous cite notamment le sélénium, le zinc, le magnésium, la B12, le fer. N'oubliez pas la progestérone aussi chez la femme, c'est très important. Et là, je vais introduire aussi quelque chose qui pour moi est primordial, c'est le manque de cortisol. Le manque de cortisol, d'une part, il peut empêcher la T3 de rentrer dans la cellule, mais surtout, il y a vraiment une relation à double sens entre la thyroïde et les glandes surrénales, et donc votre T3 va influer sur le cortisol, mais votre cortisol va aussi influer sur la T3. Donc vous ne pouvez pas, pour moi, traiter un patient si vous n'avez pas étudié l'état de ses glandes surrénales. Voilà, c'est très important. Ensuite, on peut également avoir une résistance aux hormones thyroïdiennes par manque de vitamine A, par une hyperhomocystéinémie, par présence de cytokines inflammatoires, comme par exemple à cause des maladies virales ou encore hypersensibilité alimentaire. Vous avez également les troubles de régulation de la glycémie qui peuvent également perturber la conversion de T4 en T3. Vous pouvez avoir des inhibiteurs de la 5' déiodinase, comme par exemple des médicaments, avec notamment les bêta-bloquants en premier plan, excès d'œstrogène, excès de pesticides, excès de cortisol. Vous pouvez également avoir une dysfonction hépatique et rénale, une dysbiose intestinale, et comme je l'ai dit précédemment, excès de cytokines inflammatoires. Voilà, donc vous avez compris, il y a énormément d'étiologies, et donc vous avez bien compris qu'on ne peut pas uniquement utiliser le gène DIO2 pour prendre sa décision de traitement, mais en tout cas, moi, je l'intègre quand même dans mon raisonnement scientifique et thérapeutique. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut être bon convertisseur finalement sur le papier, mais on peut très mal convertir dans la vraie vie, parce que justement, toutes ces étiologies sont mélangées, et donc même si on est bon convertisseur, on ne convertit pas bien. Et donc, je vous rappelle, toujours avoir une biologie à disposition. Et dans la pratique, est-ce que tu peux nous expliquer exactement comment tu procèdes et quels sont les principaux outils que tu vas utiliser avec tes patients? Bien sûr. Donc, je ne vais pas rediscuter de tout ce que je vous ai dit avant. Donc voilà, je pense qu'il faut comprendre qu'en médecine fonctionnelle, on cherche la cause, voire la cause de la cause. Donc c'est exactement pareil ici. Donc je vous invite à reprendre les causes que je vous ai citées avant et de les lister et de les éliminer une par une. Par contre, là, j'aimerais bien vous revenir sur, pour moi, certaines spécificités sur lesquelles il faut quand même faire attention. Et donc notamment la supplémentation en iode, il faut faire attention. Donc, ne jamais supplémenter en iode sans avoir un taux de sélénium. Pourquoi? On va faire un petit peu de biochimie rapide. Quand on oxyde son ion iodure en iode, eh bien, en fait, il y aura une formation de peroxyde d'hydrogène qui est très oxydant. Et en fait, ce peroxyde d'hydrogène doit être transformé en H2O, donc l'eau, par une enzyme qu'on appelle la glutathion peroxydase. Et en fait, le sélénium est un cofacteur donc, de cette GPX avec le glutathion. Pour moi, l'autre erreur à ne pas commettre, c'est de supplémenter en fer uniquement avec un dosage de la ferritine. La ferritine, ça vous donne uniquement les réserves en fer de l'organisme. Pour moi, il faut toujours l'interpréter avec le fer sérique, le coefficient de saturation de la transférine elle-même, et bien sûr la CRP pour voir s'il n'y a pas une inflammation. Alors maintenant, je vais vous parler de certains traitements que je n'ai pas évoqués avant. Donc en phytothérapie, vous allez trouver par exemple le gugule qui a l'avantage d'augmenter la conversion de T4 en T3, mais aussi la captation de l'iode par la thyroïde. Vous avez l'ashwagandha qui a l'avantage d'augmenter la T4, mais surtout c'est une plante adaptogène qui va venir soutenir vos glandes surrénales. En allopathie, on a donc 3 types de traitements. Traitement par T4 seul, là vous en avez plusieurs, je pense que vous les connaissez tous, pas toujours bonne presse. Vous avez également les traitements par T3 seul, en France on en a un seul et on a un seul traitement combiné également en France. On a également les extraits glandulaires naturels qui, eux, ont l'avantage en fait, d'augmenter la T3 en optimisant l'homéostasie thyroïdienne. Il faut savoir que les extraits glandulaires sont d'origine animale et en général soit de bœuf ou soit de porc. Alors,
comment vous allez faire quand vous n'avez pas de biologie? Eh bien moi, je vous conseille des produits prêts à l'emploi, donc c'est-à-dire des synergies complètes de cofacteurs, notamment de la conversion de T4 en T3, qui vont vous permettre de combler les défis principaux. Mais vous vous doutez bien que moi, en tant que médecin fonctionnel, je vais toujours vous recommander d'avoir une biologie puisque vous allez pouvoir personnaliser votre prise en charge. Et pour moi, c'est vraiment l'essence même de la consultation fonctionnelle. Alors pour conclure, Julien, quels sont selon toi vraiment les éléments les plus importants à retenir pour nos thérapeutes concernant ce polymorphisme génétique de la DIO2? Alors, c'est là où je vais apporter un peu de nuance. Moi, j'aime bien ce polymorphisme DIO2 finalement dès que je sais que mon patient a une hypothyroïdie ou dès que je le suspecte parce que ça va quand même me donner sa tendance naturelle à convertir sa T4 en T3. Et donc, un patient qui va être hétérozygote ou homozygote variant, c'est-à-dire donc des mauvais convertisseurs, eh bien, tout de suite, je vais sensibiliser mon patient en lui disant qu'il convertit mal, on va dire, d'un point de vue de son génome, et donc on sera probablement amené à commencer tout de suite par un traitement combiné, donc avec de la T3, que ce soit extrait glandulaire ou allopathie, et que probablement ce traitement, on devra le laisser au long cours parce qu'en fait, il n'est pas capable de bien convertir. Et alors, pour l'homozygote sauvage, donc c'est-à-dire le bon convertisseur, comme je le dis, il peut être bon convertisseur sur le papier, mais pas dans la vraie vie pour toutes les raisons que j'ai citées. Donc parfois, je m'affranchis quand même de ce résultat et je me dis que sa conversion n'est malgré tout pas bonne. Et donc, ce que je vais chercher, moi, c'est optimiser sa conversion, donc en apportant tous les cofacteurs. Et je vais évidemment éliminer toutes les étiologies dont je vous ai parlé avant. Et donc, je pourrais quand même utiliser, par exemple, un traitement combiné dans un premier temps, et par la suite, une fois que le patient ira mieux, soit je garde ce traitement mais à plus petite dose, ou alors je repasse sur un traitement par T4 seul, par exemple, ou alors je laisse uniquement les cofacteurs. Donc encore une fois, rien n'est figé, il faut toujours s'adapter à son patient. Alors merci beaucoup Julien, c'était passionnant et c'est vrai que l'équilibre thyroïdien, c'est une problématique assez complexe. Donc avoir une meilleure compréhension de ce polymorphisme va certainement aider nos thérapeutes à mieux prendre en charge leurs patients sur les problématiques de thyroïde. On te retrouvera pour un prochain live le 29 octobre pour une autre problématique concernant l'équilibre hormonal. Et cette fois-ci, tu vas nous parler des troubles de la libido. Pourquoi ce choix, Julien? Eh bien, pourquoi? Parce que c'est un trouble fréquent, mais malheureusement, je trouve qu'il n'est pas assez abordé parce que encore tabou. Alors, à la fois chez nos patients, mais aussi, je pense, chez les thérapeutes. Et pour moi, c'est important d'en discuter librement parce qu'on le verra, ça peut justement déboucher sur des troubles hormonaux. Et donc, c'est vraiment une porte d'entrée qui est hyper intéressante. Et pour moi, c'est un excellent marqueur aussi d'une santé globale. Merci à tous. En cliquant sur le lien ci-dessous, vous pourrez retrouver la totalité de ce podcast. Vous pourrez aussi accéder à l'ensemble de nos offres de formation dans notre espace académie et retrouver nos solutions thérapeutiques et produits en lien avec le thème que Julien vient de développer. À bientôt!